préfet de la région des Grands Ponts, préfet du département de Dabou, Madame et Messieurs les membres du corps préfectoral, Madame la première vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Messieurs les vice-présidents de l'Assemblée nationale, Messieurs, Madame et Messieurs les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, Monsieur le secrétaire général par intérim de l'Assemblée nationale, honorables députés, Monsieur le président du Conseil général de Dabou, Monsieur le maire de la commune de Dabou, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le président du comité d'organisation, Monsieur le porte-parole des jeunes, Monsieur le porte-parole des chefs coutumiers, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Messieurs les officiers, honorables chefs traditionnels, distingués chefs religieux, Mesdames et Messieurs. Chère population de Dabou, aujourd'hui, je ne vous lirai pas un discours. Aujourd'hui, je suis à Dabou pour laisser parler mon cœur. Dabou est une ville que je connais très bien. Et je vous dirai tout à l'heure comment et pourquoi. Mais avant, chère population de Dabou, chers amis, chers frères, au nom de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, permettez-moi de saluer certains de vos enfants, qui ont, malgré les difficultés, accepté de me suivre et de m'accompagner. Permettez que je salue certains de vos enfants qui sont avec moi à l'Assemblée nationale et qui travaillent à mes côtés. Je sais que vous le savez. Et grâce à qui la mission que je suis en train d'accomplir se déroule dans de bonnes conditions. Je voudrais saluer M. Kobi Aka Basile, secrétaire général par intérim de l'Assemblée nationale, qui est là, qui est votre fils et qui est de passe. Je salue mon ami, je dis bien mon ami et frère, Sessoukou Mohamed, dit Ben Souk, député. Alors, je lui ai toujours dit que le jour où je serai à Dabou, je vais raconter une histoire sur lui. Une histoire peut-être que vous ne savez pas. Sessoukou Mohamed, dit Ben Souk, quand les événements difficiles du 19 septembre 2002 ont éclaté en Côte d'Ivoire, et qu'à cette époque, tout le monde nous traitait comme des parias, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Dans cette ville, et je sais que bien des personnes parmi vous, quand on disait le nom de Soro Guillaume, fuyaient déjà. Parce que pour eux,
Soro c'est le rebelle, Soro c'est le paria. Mais un de vos enfants m'a rejoint à Bouaké et il m'a dit, Monsieur Soro, vous ne me connaissez pas. Je suis à Djoukrou. Quand il a dit je suis à Djoukrou, j'ai dit attention. Parce que je ne sais pas si on l'a envoyé ou s'il s'est envoyé. Il dit je suis à Djoukrou, mais vous, Soro, je vous connais. Je vous ai vu à l'université. Je vous ai vu dans les villes de Dabou. Et j'ai appris à vous faire confiance. C'est pourquoi je vous rejoins ici, je vous donne ma vie, je suis avec vous pour toujours. Donc je veux lui dire merci. Mais à l'époque, vous savez, les Adjoukrou étaient réputés avoir de grands pouvoirs. Donc Bensou profitait de ça pour nous influencer. Il avait un petit chapeau sur la tête et il disait que le petit chapeau là pouvait le rendre invisible. Mais après, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était pour cacher sa calvitie bien prononcée. Mais enfin, je veux le saluer. Merci Bensouk pour l'amitié et la fraternité. Je salue l'honorable Abré Jean Touni, député qui est de Débrimou, qui est avec moi à l'Assemblée et que j'ai appris à connaître, que j'ai appris à admirer. Merci, monsieur le député, d'être là. Je veux saluer monsieur Lat Guédagne Modeste, qui est mon chargé de mission. Il est de Armée B, où il est Modeste. Mais Modeste est le témoin et le témoignage de la fidélité. Ce monsieur que vous voyez m'a témoigné une grande fidélité. Au moment où on nous insultait, où certains avaient même honte d'être avec nous, ce jeune Adjoukrou. Depuis l'université, parce que c'est depuis l'université que je l'ai connu, est resté avec moi. Il m'a accompagné quand j'étais ministre de la Communication. Il m'a accompagné quand j'étais ministre de la Reconstruction. Il m'a accompagné quand j'étais Premier ministre. Et il est aujourd'hui avec moi à l'Assemblée nationale. Je vais le saluer et le remercier. Je salue tous ces jeunes Adjoukrou, ces fils Adjoukrou, qui sont avec moi, et j'ai remarqué une qualité. Et il faut que je le dise. Si quelque chose est mauvais, il faut le dire. Si c'est bon aussi, il faut le dire. Une de ces qualités a été, je ne sais pas s'ils sont exceptionnels, mais la loyauté dont ils ont fait preuve est touchante. Et je veux leur dire merci au nom de mes amis, de ma famille. Merci au nom de l'Assemblée nationale. À présent, je veux que vous vous associez à moi pour saluer le grand peuple du Léboutou. Parce que Dabou a une histoire. Dabou a une grande histoire. Dabou, peut-être que vous ne le savez pas, est une ville historique et importante pour la Côte d'Ivoire. Et je vais vous le dire tout à l'heure. J'ai vu le ministre René Dibi. Il a fait un grand discours tout à l'heure. Il a parlé. Mais je voudrais savoir parmi
les cadres de Dabou, est-ce que quelqu'un se souvient de l'année 1853? C'est sûr, hein, moi je n'étais pas né. René Dibi non plus. Qui se souvient de 1853 ici à Dabou? Le député? Bon, personne. Ça veut dire que je connais Dabou mieux que vous. Quelqu'un connaît? Qui? Oui, donnez-lui le micro alors, qu'il dise. Qu'est-ce qui s'est passé à Dabou? En 1853, FEDER construisit un fort à Dabou. Bravo! Mais ça montre l'importance de Dabou dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et je peux encore citer des années que d'illustres personnes sont passées ici à Dabou. Dabou, c'était le quartier latin de Côte d'Ivoire. Dabou, c'était là où se trouvaient les grands intellectuels, parce qu'à Dabou, il y avait l'école normale de Dabou qui a accueilli de grandes personnalités comme le président Henri Konan Bédié. C'est pourquoi, avant de vous parler de Dabou et de ce que nous pensons pour Dabou, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir. Hier à 19h, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu me recevoir. J'étais allé lui dire que ce matin, je viendrai à Dabou. Quand j'ai prononcé le nom de la ville de Dabou, ça a réveillé chez lui des souvenirs heureux. Et le président de la République me charge personnellement de transmettre à ses parents de Dabou ses salutations. Parce que le président de la République m'a dit que dans sa tendre enfance, jeunesse, il a vécu ici à Dabou. Donc la ville de Dabou est une ville importante. Et il faut que les populations de Dabou s'en rendent compte, que les cadres de Dabou s'en rendent compte et qu'ils s'organisent. Parce que le président Henri Konan Bédié a fait l'école normale ici. Le président Alassane Ouattara se considère comme fils d'ici. Si les cadres s'organisent, comment ne réussiront-ils pas à intéresser ces grandes personnalités au développement de Dabou et à la ville de Dabou? Donc, organisez-vous. Mais avant d'en arriver là, je voudrais dire que la ville de Dabou a donné à la Côte d'Ivoire de grands intellectuels. D'abord, commençons par saluer le plus illustre d'entre eux, feu le cardinal Bernard Yago, que j'ai connu à double titre. J'ai connu le cardinal Yago Bernard d'abord en tant que petit séminariste, élève au petit séminaire de Katiola. Je me souviens encore que dans les grandes cérémonies du petit séminaire de Katiola, le cardinal Yago, quelquefois, venait faire la prêche. Et nous, les petits séminaristes, nous étions admiratifs de cet homme, rempli de sagesse.
rempli d'intelligence et de grâce. Au nom de l'Assemblée nationale, je veux lui rendre hommage. La deuxième fois où j'ai rencontré le cardinal Bernard Yago, là j'étais étudiant, je n'étais plus séminariste. Je militais au sein de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Quand à l'époque des premiers remous, le cardinal a tenu, dans l'intérêt de la paix en Côte d'Ivoire, à s'adresser aux étudiants pour nous demander de garder notre calme. Là encore, j'ai salué en ce cardinal la sagesse, la grâce. Je veux qu'ensemble nous puissions lui rendre cet hommage. Je veux saluer aussi la mémoire de M. Haris Memel Foté, que j'ai connu personnellement. Je venais ici à Dabou, je suis allé dans la maison, la résidence du professeur Haris Memel Foté, qui m'a fait l'honneur de m'offrir un repas chez lui à la maison. Je veux saluer sa mémoire. Vous savez, c'est important que j'évoque toutes ces personnalités de Dabou qui sont de grands intellectuels. Et que vous sachiez que nous avons eu des contacts avec eux, que nous les avons connus, et que moi je venais ici à Dabou. Je vous ai dit tout à l'heure que je connaissais bien Dabou. Parce que, étudiant, j'ai sillonné toute la région de Dabou. Je venais ici, à l'époque, pour rencontrer les élèves, mais pour rencontrer aussi des cadres de Dabou, notamment Memel Foté. Mon témoin, c'est M. Amouakon Etienne, qui est vivant, qui est d'Abangourou. On prenait le véhicule, on venait ici à Dabou, on partait parler avec Memel Foté. Donc, si je cite tous ces noms, c'est pour dire que Dabou n'a pas de coloration. Tous les fils de Dabou appartiennent à Dabou, sans exclusion. C'est pourquoi je veux saluer d'autres grands cadres. Le ministre René Dibi, ici présent, qui est devenu chef, roi. Je le salue parce que lui aussi, je l'ai connu quand j'étais étudiant. À l'époque, il était ministre. On les secouait un peu, mais quand même on se voyait pour parler. Et je me souviens de ces entretiens avec le ministre René Déby que je vais saluer, mais que toute la Côte d'Ivoire retient comme le ministre, l'homme qui a donné la Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire. Il était ministre dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, le président de la République. Je veux saluer aussi M. Kakou Tiapani. Je lui ai dit tout à l'heure qu'on avait une personne en commun, paix à son âme, un ami qui fut à l'époque son garde-corps. Je suis sûr que quand je lui ai dit ça, il a dû tiquer parce qu'il a dû se dire mais Guillaume avait un espion à côté de moi. Non, monsieur le ministre, il faisait son travail d'officier de la police nationale. Je salue le ministre Vincent Louest, mon doyen, chez qui je suis allé à la maison. Donc, comme vous le voyez, je connais les cadres de Dabou. Je connais vos enfants, vos fils. Et c'est pour ça que j'ai réservé ma première sortie et visite en tant que président de l'Assemblée nationale avec mon bureau que je veux ici saluer à Dabou.
Je salue la première vice-présidente et le bureau qui m'accompagnent. Je les remercie pour le déplacement parce que c'est ça l'Assemblée nationale. Le lieu par excellence du dialogue et de la démocratie, mais aussi de la solidarité et de la réconciliation. Madame la première vice-présidente, je voudrais vous dire merci pour votre présence et vous charger de transmettre aux autres membres de l'Assemblée nationale notre reconnaissance. Chers parents de Dabou, après les remerciements que je viens de vous adresser, après les salutations que je viens de vous adresser, je vais pouvoir vous parler avec mon cœur. Parce que Dabou a la possibilité de se développer. Dabou a un potentiel énorme. Dabou a des terres, a l'eau. En plus, vous avez une ressource humaine de qualité. Que faut-il de plus pour se développer? Rien d'autre. Sinon, que Dabou doit s'organiser. Que les cadres de Dabou doivent s'organiser. Je l'ai dit, si Dabou s'organise, si Dabou, les fils et filles de Dabou se mettent ensemble pour solliciter le gouvernement, l'Assemblée nationale, le président Bédié, le président de la République Alassane Ouattara, qui eux-mêmes ont un attachement et une proximité avec la ville de Dabou, je ne vois pas comment ils pourraient refuser de venir vous aider. C'est pourquoi les premiers mots que je veux demander aux populations de Dabou, c'est l'union, l'unité. Ne vous divisez pas et ne laissez pas la politique vous diviser. C'est pourquoi je veux que vous preniez le modèle de ces guides religieux qui vous ont donné l'exemple. Ils sont venus ici, qui chrétiens catholiques, christianistes célestes, Assemblée de Dieu, musulmans, imams, tous ensemble ici, ils sont venus. Ils ne se sont pas battus pour dire que nous les musulmans on doit parler, nous les célestes on doit pas. Non, ils ont choisi un porte-parole qui était le prêtre qui a prié pour tout le monde. C'est ça l'union, l'unité que je veux pour Dabou. Ils ont montré le chemin, il faut leur emboîter le pas. Je dis de ne pas laisser la politique vous diviser. Parce que si vous vous laissez diviser par la politique, c'est Dabou qui en paiera le prix. Et là, je veux m'adresser d'abord aux chefs traditionnels. Vous, les garants et dépositaires des us et coutumes du Léboutou, je vous charge de sillonner les hameaux, les campements, les villages, les villes pour parler aux jeunes et parler de la réconciliation. Parce que chacun est libre de militer dans le parti politique qu'il veut. Mais personne n'a le droit de chercher à diviser Dabou, de chercher à déstabiliser la Côte d'Ivoire. La démocratie veut que chacun milite comme il veut. Quand moi, à l'époque, je venais voir M. Haris Memel Fauteuil ici, il était FPI, je venais, et à l'époque, Dabou était plutôt PDCI, il n'était pas FPI. Donc quand les gens me disent aujourd'hui que Dabou est FPI, sinon avant, quand nous on venait ici, Guillaume Soro, secrétaire général de la FESI, quand je venais là, Dabou était PDCI, n'est-ce pas, monsieur le ministre Diapani? Dabou était PDCI. Aujourd'hui,
On me dit que Dabou est devenu FPI, c'est tant mieux. Parce que le FPI est un parti politique légalement constitué. Et j'encourage tous ceux qui y militent, comme j'encourage tous ceux qui militent au PDCI. Parce que souvent les gens, il faut que je vous dise, les gens parlent du FPI, mais enfin, ceux qui sont assis ici, là, il y a quelqu'un qui connaît mieux le FPI que moi. Si quelqu'un connaît le FPI mieux que moi, qu'il le dise. À l'époque, jeune étudiant, leader du mouvement estudiantin, René Dibi était grand ministre PDCI, qui est là. Eux tous, ils disaient que nous étions de l'opposition, mais nous venions ici pour parler non seulement aux étudiants, mais aux cadres politiques. Mais d'où vient l'intolérance politique? Il faut laisser les gens, et je le dis, c'est ma position en tant que président de l'Assemblée nationale, il faut laisser chacun librement choisir de militer dans le parti qu'il désire. Mais en même temps, en revanche, là où je ne suis pas d'accord, c'est que des jeunes, au nom d'un militantisme politique, trompent d'autres jeunes et veulent prendre des armes pour déstabiliser le Léboutou. Je l'ai dit à Bouaké en juillet 2007. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour se fâcher, il y a un temps pour se calmer. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Aujourd'hui, on doit faire la paix. Parce que la Côte d'Ivoire a trop souffert. Quand le temps de la guerre était venu, où sont ces jeunes qu'on voit aujourd'hui s'exciter? Est-ce qu'ils connaissent la guerre mieux que moi? Donc si je dis de faire la paix, faisons la paix. Si je dis de faire la paix, faisons la paix. Parce qu'en temps de guerre, je ne les ai pas vus. Je les cherchais, je ne les ai pas vus. Maintenant, en temps de paix, comme je dis souvent, après la guerre, tout le monde est courageux. Ah oui? Après la Deuxième Guerre mondiale, quand nos parents qui étaient allés à la guerre sont revenus, quand chacun te racontait ses faits d'armes au front, tu étais ébahi. Mais quand tu cherchais après, tu trouvais qu'il était un marmiton. Donc, le temps de la guerre est passé. Et je suis venu demander aux populations de Dabou de ne pas se laisser tromper. Au moment où les autres ont leurs enfants qui font des études, qui sont sortis, qui font des études, on veut faire de vos enfants des miliciens. Est-ce que ça, c'est du travail? Aujourd'hui, ce dont le Léboutou a besoin, c'est que ces jeunes puissent avoir du travail, que ces jeunes puissent avoir du boulot pour pouvoir s'occuper de leur famille, d'envoyer leurs enfants à l'école. Mais je ne veux pas que vous, chefs de Dabou, vous souhaitiez pour vos enfants un destin de milicien. Je veux que vous trouviez les ressources, les moyens, la voie pour sortir vos enfants du chômage, de la délinquance, pour qu'ils soient des citoyens de demain. Vous savez, quand j'étais étudiant, on m'arrêtait souvent. Celui qui m'arrêtait est maintenant à l'Assemblée nationale avec moi et il est mon conseiller, le général Ouassena.
Il est mon conseiller président. On a ri hein, quand on se voit. Le général Ouassena m'a arrêté 2 fois au moins. Et à l'époque, une fois j'ai été arrêté, c'était en 1994. On m'a envoyé à l'école de police. Et quand on m'a envoyé à l'école de police, vous savez, les jeunes policiers, d'ailleurs, il y a un qui a servi ici chez vous, Lignon Nagueux, il venait de rentrer à l'école de police. Il est venu me trouver à l'école de police, j'étais déjà un ancien de l'école de police, puisque j'avais été arrêté. Et les policiers, certains sont venus me voir dans ma cellule. Et puis il me dit, mais toi Soro, pourquoi tu te mêles de ces choses-là? Mais tu vois, ton avenir est gâché comme ça. Tu as été fiché, tu es fichu. Même d'ailleurs, tu ne pourras pas être en Côte d'Ivoire. À l'époque, je l'ai regardé et je lui ai dit, déjà à l'époque, en 1994, je lui ai dit que quand je sortirai de prison, je reprendrai mes études. Et tous les étudiants de cette époque sont là pour témoigner que mon slogan était que le leader syndical doit être d'abord et avant tout le brillant étudiant. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis fier. Quand je vais au Burkina, au Mali, au Niger, je retrouve ma génération. Je viens de Niamey. Le secrétaire général de l'Union scolaire du Niger de l'époque, qui était mon collègue quand j'étais secrétaire général de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, est aujourd'hui ministre dans le gouvernement nigérien, porte-parole du gouvernement nigérien. C'est ça que le Leboutou doit rêver pour sa jeunesse. Doit rêver pour sa jeunesse. Parce que les temps ont changé. Les temps ont changé et le monde a évolué. Quand nous avons décidé de faire la paix pour notre pays et que j'ai été nommé Premier ministre, et c'est ce que je dis à nos amis du FPI, on ne peut pas rester au pouvoir tout le temps. Quand on perd le pouvoir, on joue le jeu. Vous savez, le temps change, les pays changent, les hommes changent, les hommes évoluent. Vous savez, depuis 2002 à aujourd'hui, il y a 2 jours, je me suis amusé à prendre la carte des chefs d'État de la sous-région et je me suis rendu compte que l'Afrique a changé. Est-ce que vous vous rendez compte que le grand Obasanjo qui venait à Abidjan pour nous mettre ensemble pour discuter la paix n'est plus président au Nigeria? Est-ce que vous vous rendez compte que le grand Eyadema qui nous a reçus à Lomé pour commencer les premières discussions n'est plus président, il est décédé. Les temps ont changé. Est-ce que vous vous souvenez que ATT, que le président Ouattara et moi-même avons reçu à Yamoussoukro, n'est plus président au Mali? Les temps ont changé. Est-ce que vous vous rendez compte que John Agyekoum Kufuor, président du Ghana, qui venait ici à l'Hôtel Ivoire, que nous allions voir, n'est plus président au Ghana? Les temps ont changé. Est-ce que vous vous rendez compte, chers amis, que le grand Wade, qui tenait les discours, n'est plus président au Sénégal? Les temps ont changé. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que Mbeki n'est plus président en Afrique du Sud? Vous savez bien que Ben Ali n'est plus en Tunisie, que Moubarak en Égypte, que Kadhafi n'est plus en Libye. Pourquoi vous voulez que Gbagbo reste éternellement en Côte d'Ivoire? Il n'est plus président. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Et ne perdez pas votre énergie. N'envoyez pas vos enfants à la mort. N'envoyez pas vos enfants à la mort parce que quelqu'un n'est pas président. Les temps ont changé. L'Afrique a changé. Le monde a changé. Il faut que Dabou s'inscrive dans le changement.
que Dabou avance vers le développement, que Dabou soit sur le chemin de la paix. C'est ce que je vous demande. Je demande à Dabou de renoncer à la violence. Et je parle aux jeunes, parce que le temps passe vite. Si vous restez là à vous laisser tromper par des discours, mais le temps passe. Le temps passe. Vous n'aurez même pas vu le temps passer. Et pourtant, je vous assure, les temps ont changé, le temps passe. Et il faut que vous rattrapiez ce temps. C'est important, chers parents de Dabou. Et c'est ce message, le langage de vérité que je suis venu vous dire. Je ne suis pas venu pour tenir un discours démagogique. Quand moi, j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, est-ce que j'ai mis des conditions à l'accord politique de Ouagadougou? Au moment où on me demandait d'aller à Ouagadougou pour signer l'accord politique de Ouagadougou, dans mon propre camp, certains n'étaient pas d'accord. On m'a traité de tous les noms quand j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou. Certains de mes amis politiques se sont opposés à la signature de l'accord politique de Ouagadougou. Si je voulais les écouter, si je voulais penser à moi-même, jamais je ne serais allé au dialogue direct, jamais je ne serais allé à la signature de l'accord politique. Si je voulais penser à des conditions, jamais la paix ne serait venue. Parce que la preuve, c'est que 3 mois après la signature de l'accord politique de Ouagadougou, mon avion a été attaqué. Et Dieu m'a préservé la vie. Parce que si ce jour-là, j'étais mort dans l'avion, qu'est-ce que mes amis auraient dit? C'est parce qu'il a trahi qu'il a été tué. Mais comme Dieu savait que je n'avais pas trahi, il m'a donné la vie. Donc quelquefois, pour aller au dialogue, il faut être courageux. Il faut y aller en sachant qu'on peut tirer sur toi. Il faut y aller en sachant que les gens vont te dénigrer. Il faut aller au dialogue en sachant qu'on va te calomnier. Il faut être courageux pour avancer vers le dialogue, au dialogue, parce que le dialogue conduit toujours au compromis, compromis qui est bon pour la paix dans un pays. Aujourd'hui, c'est aux autres d'accepter le dialogue. Ils doivent accepter le dialogue. J'étais encore avec le président Alassane hier, mais il tend la main. Il veut dialoguer. Souvenez-vous, en 1990, qui disait asseyons-nous et discutons. Maintenant, nous, on est assis. On dit venez et dit non, non, on ne vient pas, on ne veut pas discuter. Alassane est assis au palais, il vous attend pour discuter, venez. Venez discuter. Venez dialoguer. C'est important. Parce que les mensonges qu'on vient dire aux populations dans les villages, je suis témoin. Je suis témoin. J'ai été partie prenante de l'organisation de l'élection de 2010. Mais qu'on ne vous trompe pas, celui qui a gagné l'élection, mais c'est Alassane Ouattara. Je suis là pour témoigner. Je suis là parce que j'ai été au quotidien, minute après minute, en train de suivre et d'organiser ces élections. Je suis témoin vivant, qu'on ne vous trompe pas. Si Gbagbo avait gagné l'élection, j'allais dire que Gbagbo a gagné. Si Bédi avait gagné l'élection, j'allais le dire que Bédi a gagné. Mais c'est Alassane Ouattara qui a gagné. Pourquoi vous voulez que je dise autre chose? Pourquoi vous voulez que je vous mente? Parce que moi, quand j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, mon premier entretien, et j'ai des témoins, Alain Lobognon, Konaté Sidiki, ils sont vivants. Quand je suis allé au palais, à l'époque,
et que je suis rentré dans le bureau de Gbagbo, voilà ce que je lui ai dit. J'ai dit, Monsieur le Président, vous venez de signer le décret me nommant Premier ministre, je vous serai loyal. Je ne vais pas vous poignarder dans le dos. Mais Monsieur le Président, n'attendez pas de moi de poignarder l'opposition dans le dos. Je ne le ferai pas. Je serai honnête pour appliquer l'accord politique de Ouagadougou. Ils sont témoins, ils sont là. Je ne parle pas dans le dos de quelqu'un. Et donc, nous avons travaillé pour organiser cette élection. Il n'y a pas un décret que nous ne discutions pas d'abord longtemps. Et quand tout le monde était d'accord, quand Gbagbo lui-même était d'accord, Bédié était d'accord, Alassane était d'accord, que moi-même j'étais d'accord, on signait le décret. Vous nous avez vus à Yamoussoukro, à Abidjan, à Ouagadougou pour signer les décrets. On a signé et on a mis tellement de verrous à cette élection. On a mis tellement d'argent pour organiser cette élection pour que personne ne puisse dire que son ami a triché. Quand on est parti au premier tour, Gbagbo est venu en tête, Alassane en deuxième position, Bédié en troisième position. Le président Bédié, n'eût été la grande sagesse, aurait pu dire, mais enfin, je ne suis pas d'accord avec ces résultats. J'étais président quand un coup d'État m'a fait partir. Maintenant, je suis candidat, je ne peux pas accepter les résultats du premier tour. Bédié aurait pu le dire. Mais pourtant, Bédié qui aurait pu dire, mais mon Dieu, le sort s'acharne contre moi, moi, le plus âgé, le doyen, victime d'un coup d'État, je reviens me présenter. Pourquoi suis-je troisième? Mais pour la paix en Côte d'Ivoire, il a accepté. Ou bien Gbagbo est plus grand que Bédié, quoi. Et il a laissé ses jeunes frères aller au second tour. Parce que l'ironie de l'histoire est là. Il était le plus âgé des trois. L'histoire aurait pu faire en sorte que ce soit lui qui vienne en première position et qu'il soit président et que ses jeunes frères attendent leur tour. Mais l'histoire a voulu qu'il soit recalé au premier tour et que ses jeunes frères aillent au second tour. Après le premier tour, je suis allé voir Gbagbo pour lui demander s'il était satisfait du premier tour. Il m'a dit oui. Parce qu'il était premier au premier tour. Donc c'est toujours bon quand lui il est premier. Je suis allé le voir et il m'a dit, mais il y a des choses à améliorer. J'ai dit oui, Monsieur le Président. Il dit, je veux plus de militaires au nord. J'ai dit, Monsieur le Président, il n'y a pas de problème. N'avez-vous pas vu le général Mangou dans les camps exhortant les militaires à aller au nord pour sécuriser le scrutin? On a montré à la télévision. Vous avez vu, chers parents de Dabou, comment peut-on encore venir mentir? Quand au second tour, l'élection s'est déroulée, il y avait 5 instances pour contrôler les résultats. Moi-même, j'avais mis un dispositif pour compter les résultats. Il y avait la CEI, il y avait le facilitateur, il y avait les Nations Unies, il y avait le Conseil constitutionnel. Quand j'ai vu les premiers résultats de l'élection, j'ai réuni mon équipe et je leur ai dit, on a un problème parce que c'est Alassane qui est en train de gagner les élections. Je suis convaincu que Gbagbo ne va pas accepter, mais il faut qu'on aille lui parler pour lui dire qu'il faut qu'il sauve la Côte d'Ivoire, qu'il faut qu'il sauve la démocratie en Côte d'Ivoire. Combien de personnes ont pu aller s'asseoir devant Gbagbo pour lui dire qu'il avait perdu? Je suis allé le 30 novembre à sa résidence et mes témoins sont là encore avec moi pour aller lui dire, Monsieur le Président, je ne suis pas venu en tant que Premier ministre vous parler. Je viens vous parler en tant que fils et frère.
les nouvelles ne sont pas bonnes pour vous. C'est Alassane qui est en tête et il gagne les élections. Mais Monsieur le Président, si vous voulez m'écouter, je veux que vous laissiez la CEI proclamer les résultats. Ce n'est pas grave. On n'est pas grand parce qu'on est président. L'histoire de notre humanité a retenu de grands hommes qui n'ont jamais été présidents. C'est ça. Martin Luther King a-t-il été un jour président? Mais tout le monde le connaît. J'ai dit, il faut laisser le pouvoir. Il m'a regardé et m'a dit, mais Soro, il y a eu des fraudes au Nord. Je lui ai dit, Monsieur le Président, ceux qui vous disent qu'il y a eu des fraudes au Nord vous trompent. Monsieur le Président, avez-vous lu le rapport du préfet de Korogo? Il dit non. J'ai dit, mais le rapport du préfet de Korogo est clair, il n'y a pas eu de fraude. Et moi, j'ai suivi les élections, minute après minute. Il n'y a pas eu de fraude. Là où il y a eu des morts, des tueries, ce n'est pas à Korogo. Là où il y a eu des empêchements de vote, sur des campements, Baoulé et autres, ce n'est pas à Korogo. J'ai dit, Monsieur le Président, ceux que vous avez envoyés au Nord, ils ont pris votre argent, ils l'ont bouffé, mais ils n'ont pas fait votre travail. C'est ça. Et comme ils ne peuvent pas venir dire qu'ils n'ont pas fait le travail, ils disent qu'il y a eu la fraude au Nord. Comment peut-on jeter raisonnablement l'opprobre sur toute une communauté de la Côte d'Ivoire? Est-ce que la fraude, c'est dans les gènes des gens du Nord? Faisons attention. Parce que nous sommes tous des fils et filles de cette Côte d'Ivoire qui nous est tous chère. Et je l'ai dit au président. Malheureusement, il ne m'a pas écouté. Moi, je suis parti. Et comment des gens peuvent venir vous dire que c'est lui qui a gagné? Mathématiquement parlant, vous avez trois grands partis politiques. Vous avez le FPI, le RDR, le PDCI. Si le RDR et le PDCI se mettent ensemble, comment peuvent-ils perdre? Même celui qui est allé au CP1, il sait faire ce calcul-là. Quand tu es allé au CP1, tu peux faire ce calcul-là. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'université pour savoir que trois grandes forces politiques s'affrontent dans un scrutin, deux se mettent ensemble, et puis le seul là, il dit, lui, il s'est débrouillé pour gagner. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire ici. Donc, il faut que les choses soient claires, population de Dabo. Les temps ont changé. Ne vous mettez pas en retard. Avançons. Avançons. Parce que aujourd'hui, le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est bien Alassane Ouattara. C'est lui, le président de la République. Laissons-le gouverner. Laissons-le travailler. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura d'autres qui seront présidents de la République de Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire continuera. C'est ça. C'est ça qu'il faut bien se mettre en tête. Et ne pas laisser vos enfants à la merci de tous ces menteurs qui viennent. Eux-mêmes, ils ne se mettent pas devant. C'est vos enfants, ils prennent, ils mettent devant. La prochaine fois, quand ils viennent vous dire, bon, on a compris, mais toi-même, il faut sortir premier. Monsieur René Dibi l'a dit, le député l'a dit, chers parents, je suis venu vous parler de réconciliation et de paix. Mais il m'a semblé important que je puisse vous dire la vérité, parce que nous n'avons pas eu l'occasion, vous et moi, de parler avant aujourd'hui. Et comme j'ai joué un rôle important pour les élections, je suis venu rendre témoignage. Je suis, et je l'ai dit ce jour-là, au président Alassane, que je suis chrétien catholique, petit séminariste. Ma foi chrétienne ne me permet pas de mentir et de tronquer les résultats d'une élection. Je ne peux pas. J'ai obligation de dire la vérité. Et c'est au nom de ça que j'ai dit à toute la nation que c'est Alassane qui a gagné. Maintenant, il revient au président de la République de donner le développement aux Ivoiriens. Et le gouvernement a commencé
En un an, vous avez vu les réalisations. En un an, vous avez vu comment le pays est revenu sur la scène internationale. Vous avez vu comment notre Assemblée nationale est saluée au Gabon, à Ouagadougou, à Niamey, et notre Assemblée nationale va continuer son travail au-delà de sa mission de votation des lois. Notre Assemblée nationale assumera sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. C'est pourquoi vous avez parlé du centre de santé et de bien d'autres choses. Je vais demander à la première vice-présidente d'envoyer à Dabo une mission parlementaire pour me faire un point des difficultés des populations de Dabo. L'Assemblée nationale ne sera pas une assemblée de Béni Oui-Oui. Est-ce que moi j'ai la tête d'un Béni Oui-Oui? Est-ce que la première vice-présidente a la tête d'une Béni Oui-Oui? Donc, l'Assemblée nationale va jouer son rôle. Et l'Assemblée nationale, c'est avec vous, population, qu'elle doit jouer son rôle. Parce que l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. C'est vous, chefs, femmes, jeunes, que nous représentons à l'Assemblée nationale. C'est en votre nom que nous parlons à l'Assemblée nationale, lieu par excellence du débat, du dialogue, lieu par excellence de la démocratie, lieu par excellence où se côtoient les idées. C'est ça l'Assemblée nationale. Ce ne sera pas une Assemblée nationale simplement pour applaudir, mais une Assemblée nationale qui aura une capacité et qui sera une réelle force de proposition pour accompagner le gouvernement dans le sens du développement. C'est ce que nous ambitionnons pour notre Assemblée nationale. C'est pourquoi, chers parents de Dabo, je vous l'ai dit, il faut que nous construisions la réconciliation et la paix. Parce que aucun peuple, tout seul, en autarcie, recroquevillé sur lui-même, ne peut envisager le développement. Chers parents, je vous l'assure, si vous et moi on s'élève aujourd'hui et qu'on prend notre avion, on arrive en Chine, les Chinois ne savent pas qu'il y a la Côte d'Ivoire, qu'il y a le Niger. Les Chinois, ils ont seulement entendu parler de l'Afrique. Le président Alassane hier me disait, quand il était à Paris, il regardait une émission où un journaliste a posé une question à des jeunes Américains des États-Unis. Est-ce que vous entendez? Aux États-Unis, là, on a posé une question à des jeunes Américains. On leur a demandé sur quel continent est située la France. Est-ce que c'est sur le continent américain, le continent européen, en Asie ou en Afrique? Il y a un qui a appuyé sur la sonnette, on dit oui, il dit non, la France est située en Afrique. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas. En dehors des États-Unis, ils ne savent même pas. Alors que nous ici, d'abord, on dit on est ivoirien, ensuite on est de Dabo, et puis après on est de Passe, c'est différent de Lopou, de... Non, arrêtons. Arrêtons. Nous sommes tous les mêmes. C'est ce message de réconciliation que je suis venu prêcher. Et je veux que les chefs prennent le relais de ce que je dis. Mais je veux aussi que les jeunes, je veux que les femmes, je veux que tout Dabo, vous alliez parler aux uns aux autres pour leur dire que ce n'est pas nécessaire qu'on s'entretue, que ce n'est pas nécessaire de gâcher notre avenir, mais qu'ensemble, unis, main dans la main, nous pouvons construire la Côte d'Ivoire de demain. Côte d'Ivoire dans laquelle vos enfants, vos fils, vos filles auront leur place. Côte d'Ivoire dans laquelle l'espérance sera une réalité. Côte d'Ivoire dans laquelle tous les citoyens, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, se sentira chez lui, que la Djoukrou se sente chez lui à Korogo, mais que le Sénoufo se sente chez lui à Gagnoua, mais que le Bété soit chez lui à Abangourou. C'est cette Côte d'Ivoire dont je rêve et dont ensemble nous devons rêver.
Et pour rêver cette Côte d'Ivoire, il faut que vous alliez dans les hameaux, dans les villages, dans les villes. Parlez, ne vous découragez pas, ne désespérez pas. Même quand vous parlez et qu'on ne vous a pas écouté la première fois, revenez une seconde fois, une troisième fois, ils finiront par vous écouter. La nature est ainsi faite, la nature humaine, que les gens sont réfractaires ou ont quelques réticences face à toute révolution. Mais heureusement, la Côte d'Ivoire a changé, avec elle, les Ivoiriens. C'est pourquoi, aujourd'hui, je me sens plus qu'honoré d'avoir intégré une génération ici à Dabou. Vous n'avez pas considéré le fils Senfo que je suis, mais vous avez d'abord considéré votre frère ivoirien que je suis. C'est pourquoi le Senfo peut être aussi dans cette génération et porter le nom que je porte. Je vous remercie. Chers parents, j'ai été long et nous avons traversé des moments difficiles ensemble. C'est pourquoi vous allez me permettre de conclure. Et je veux conclure pour vous dire que l'Assemblée nationale, mais le président de la République est avec la population de Dabou. Le président Ouattara est fils de Dabou. Et le président Ouattara, si vous le demandez, reviendra ici à Dabou pour parler avec vous. Et il viendra avec le développement à Dabou. Il viendra avec du travail pour vos enfants. Parce que c'est ça le plus important. Et je voudrais saluer ma génération. 40 ans, c'est beaucoup, hein? Parce que je suis fatigué quand on continue de m'appeler le petit. Depuis, je vais récemment au Burkina et quelqu'un dit oui mais Soro tu as 35 ans. J'ai dit mais 35 ans là n'évolue pas depuis 2002. J'ai 40 ans maintenant, il faut me respecter. Et donc je salue ma génération. Il y a un jeune artiste tout à l'heure qui a chanté, un Guizo, qui a chanté. Il est fils de la région, soutenez-le. Parce que moi, où il est? Voilà. Donc nous allons l'aider à produire sa cassette parce que nous croyons en lui. Parce qu'il a dit dans sa musique des phrases fortes qui m'ont touché. Et je sais aussi qu'ils vous ont touché. Merci chers parents de Dabou. Merci chers jeunes de Dabou. Merci aux femmes et aux belles femmes de Dabou. Je vous remercie. Un de leurs membres, en l'occurrence, voilà, Monsieur le Président, c'est votre génération. Prime A, mettez-vous en place rapidement, 2 minutes.